Bien, nous allons reprendre après cette pause déjeunatoire que j'espère vous avez appréciée. Nous allons reprendre donc notre séminaire de restitution des référentiels des tumeurs des VADS. Cet après-midi, donc, nous allons commencer par le docteur Pierre Lindas. Alors, Pierre Lindas travaille à l'hôpital Schumann à Metz. Et il a été il faut le dire, un des rares participants au référentiel qui travaillait dans un hôpital, on va dire, semi-privé, hein, et qui nous a apporté effectivement cette vision aussi pragmatique de la prise en charge des patients, qui transparaîtra certainement dans sa communication. Donc là, il s'agit de parler des carcinomes de l'hypopharynx. Ensuite, il sera suivi en visioconférence par le docteur François Mouat, qui parlera des tumeurs du larynx, et de docteur Sophie Renard, qui va nous parler des carcinomes épidermoïdes des lèvres avant la prochaine pause. Donc, Pierre, les diapositives sont déjà là, t'attendent, et tu as la parole. Eddie. Merci à Gilles, Béatrice Barry également, de leur accueil et puis d'avoir accepté qu'un électron un peu libre participe à la rédaction de ce référentiel. Ça a été toujours très intéressant et c'est pour moi un grand plaisir et je remercie également la direction de l'Institut de cancérologie de Lorraine de pouvoir organiser ce type de manifestation. Oui, bien entendu, oui, mais c'est Néon qui organise, mais je remercie quand même ceux qui nous accueillent aujourd'hui et qui sont responsables de la fameuse pause déjeunatoire dont tu as parlé, qui a été fort appréciée. Bien, alors, en introduction, le référentiel, bon, ça, c'est que des choses bien connues. L'idée, c'est quand même essayer de repréciser un peu les possibilités, parce que globalement, la chirurgie de enfin, le traitement des tumeurs malignes de l'hypopharynx, ça reste, qu'on le veuille ou non, très chirurgical, ou si possible chirurgical, avec à l'heure actuelle quand même un défi, c'est-à-dire que c'est une chirurgie, comme on pourra peut-être le voir dans le larynx, qui, dans certains cas, compte tenu de la taille des tumeurs, est une chirurgie qui est considérée comme mutilante par les patients et qui n'est pas forcément, je dirais, on a un peu plus de mal maintenant qu'on avait ultérieurement à convaincre les patients d'adhérer à ce traitement chirurgical avec tous les artifices que l'on a utilisés, les implants, etc., et tout ce dont on a à notre disposition pour globalement rendre la vie de nos patients plus sûre dans un premier temps et plus confortable dans un même objectif. Alors globalement, sur le plan anatomique, il y a toutes les localisations ne sont pas forcément identiques. Alors, il y a le fameux sinus piriforme que vous connaissez qui peut être pris en entier ou en partie. Il y a encore une petite place pour la chirurgie partielle quand on arrive à avoir des patients et quand on arrive à diagnostiquer des patients à un stade très précoce. Malheureusement, dans la pratique quotidienne, ce sont des patients qui ont toujours... Alors, on ne le met pas forcément sur le retard diagnostique, mais ce n'est pas forcément des patients qui sont très enclins à consulter pour des signes cliniques qui sont relativement minimes. Et on les voit souvent au stade plutôt T3, T4 qu'au stade T1, T2, ce qui fait que c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a une partie, et on a séparé la paroi pharyngée latérale et postérieure, qui a un gros inconvénient, c'est qu'elle n'est pas forcément aussi facile d'accès. D'une part, elle a une lymphophilie qui est quand même assez importante, et elle a un envahissement postérieur vers la ponévrose prévertébrale et vers le plan prévertébral qui, dans un certain nombre de cas, contre-indique une prise en charge chirurgicale. Bien entendu, l'hypopharynx est toujours à la croisée des chemins, que ce soit entre la phonation, la déglutition et la protraction linguale, et bien entendu aussi avec le haut de l'œsophage. Globalement, parmi ces trois localisations,
il est clair que les tumeurs du sinus piriforme sont celles qui sont les plus fréquemment rencontrées dans la pratique quotidienne que nous avons. Là, rien de très nouveau sur le staging tumoral. Les T1 et les petites tumeurs de 2 cm, je crois que j'en ai pas vu cette année. Pour vous donner alors, j'ai pas un exercice exclusif de cancérologie, mais c'est devenu relativement rare. Les T2, on en voit encore quelques-unes, mais ça s'adresse quand même à un panel de patients qui se prennent en charge sur le plan de leur santé. Et c'est ce que je vous disais plus fréquemment, c'est que on a le gros de nos effectifs des patients que l'on prend en charge, c'est au minimum des T3, voire plutôt des T4A. En général, alors je ne sais pas si mes collègues de la salle ont à peu près la même, je pense que on a à peu près le même case mixte de patients. Alors, les T4B, on va d'emblée les mettre de côté. C'est des trucs qui ne sont pas chirurgicaux. Ça, c'est hors de question. Hein, Alors, là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à évaluer. C'est l'impact sur la déglutition, ce qui n'est pas forcément, enfin, qu'on va pouvoir voir à la fois à l'examen clinique, à l'interrogatoire et au bilan nasofibroscopique, mais il y a un impact sur notamment, il y a un facteur qui est un peu limitant, je dis un peu limitant, c'est l'atteinte de la bouche de l'œsophage, qui va quand même faire basculer les patients dans une prise en charge qui peut éventuellement ne plus être chirurgicale. Et puis il y a une autre chose qui est importante, c'est la fixation laryngée, qui est extrêmement fréquente dans les tumeurs du sinus piriforme. Et toute fixation de l'hémilarynx, c'est une contre-indication absolue. Absolue. Je pense que, alors après, il faut se garder d'être dogmatique complètement, mais pour moi, ça reste une contre-indication formelle à la chirurgie partielle. Et puis, bien entendu, on ne fera pas l'impasse sur le bilan d'imagerie, avec quand même, là aussi, il n'y a pas grande nouveauté, le bilan qui utilisera à la fois le scanner, l'IRM, et le sinus piriforme a quand même un côté très lymphophile et une malignité locorégionale, et on a souvent des lésions avec des grosses atteintes ganglionnaires. Et je suis assez personnellement, par rapport au moment où on avait fait revu la littérature, j'ai assez volontiers l'utilisation du PET scan, qui va permettre de débusquer également de temps en temps des atteintes infracliniques et des localisations synchrones. Donc ne l'oubliez pas dans le bilan. Alors le traitement globalement, alors c'est peut-être parce que je fais de la chirurgie que on présente avec un prisme fortement chirurgical. Les traitements, quand on a la chance que le patient a pu être diagnostiqué à un moment extrêmement précoce, on peut réaliser de la chirurgie partielle, que ce soit une hémipharyngo-laryngectomie supraglottique ou une pharyngectomie externe de type Trotter, mais c'est pas forcément évident de les voir. Et ces petites lésions, le T1 du sinus piriforme, il n'est pas forcément facile à diagnostiquer, y compris au nasofibroscope. Donc, attention, le moindre doute, il faut... Alors, ça va peut-être paraître un peu idiot, mais il vaut mieux avoir l'endoscopie sous AG un petit peu par excès pour ne pas passer à côté d'une petite lésion. Et puis, c'est ce que je vous expliquais, le gros de la prise en charge de ces tumeurs, c'est essentiellement la chirurgie totale. Et là, il va falloir... alors, elle peut venir en première intention, et je pense, c'est là où je reviens sur ce que je disais au début de la présentation. Alors, vous aurez les référentiels, je ne les ai pas mis dans les diapos, vous les aurez. Alors, actuellement, comme disait Gilles tout à l'heure, on finira toujours par les opérer à un moment ou à un autre. Mais c'est quand même,
Ça, c'était private joke. Globalement, l'idée, c'est que si on peut faire de la chirurgie d'emblée, c'est quand même la meilleure des options. Et c'est une chirurgie qui sera suivie la plupart du temps d'un traitement complémentaire radiochimiothérapique basé sur les critères histologiques. Et c'est des indications de pharyngo-laryngectomie totale. La difficulté, c'est quand on base la prise en charge de ces patients sur une stratégie chirurgicale, il ne faut pas oublier de savoir ce qui va rester au niveau hypopharyngé. Parce que globalement, si vous opérez un patient qui garde une GEP ou une sonde nasogastrique, le compte n'y est pas pour le patient. Donc il faut bien, quand vous évaluez le bilan, que ce soit en préopératoire sur le bilan d'imagerie ou sur le bilan endoscopique, il faut que vous gardiez à l'idée le résultat que vous voulez avoir à la fois sur la déglutition dans un premier temps et si possible sur la phonation, puisque c'est souvent aussi des patients qui peuvent bénéficier de la pose d'un implant phonatoire qui est quand même un des bénéfices que l'on a pu avoir à des arguments qui permettent à des patients d'accepter cette lésion. Après, dans les chirurgies dans lesquelles il y a de très grandes résections, on peut être amené à pousser sur la paroi hypopharyngée postérieure. À ce moment-là, on aura besoin de reconstruction par le biais de lambeaux qui peuvent être en fonction. Alors là aussi, il faut se garder de toute stratégie absolue, qui peut être en fonction de l'expérience du praticien, soit des lambeaux musculaires ou musculocutanés. Alors le 4-4 du lambeau en ORL, ça reste quand même le grand pectoral, mais on a vu se développer de manière non négligeable les lambeaux libres, qui impliquent quand même une certaine expérience, une pratique régulière, et puis des équipes assez nombreuses pour pouvoir prendre en charge ces patients. Et là, dans ces cas-là, on revient à ce que je vous avais dit au départ, il y a deux facteurs limitants, c'est l'envahissement postérieur, et notamment l'envahissement au niveau de la ponévrose prévertébrale, ça c'est hyper important, et surtout l'envahissement au niveau de la bouche de l'œsophage. Ça, c'est primordial, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que là, on dépasse les... On a tous fait, on s'est tous fait de temps en temps piéger par des fusées qui étaient sous muqueuse, qu'on n'avait pas forcément bien évaluées au niveau NAPAT, en opératoire ou au niveau endoscopique, mais il faut être extrêmement vigilant et la prise en charge dans laquelle il y a une atteinte de la bouche œsophagienne, pour moi, ça devient compliqué sur le plan chirurgical. Parce que globalement, encore une fois, c'est de la chirurgie qui va bien, qui fonctionne bien, à condition que le patient, vous devez pouvoir garantir à votre patient une déglutition à peu près de qualité. Enfin, de qualité, vous n'allez pas en faire un... mais globalement, c'est ça ce qu'il va vous demander. Il va vous demander de pouvoir respirer, de ne plus être gêné sur le plan dysphonique parce qu'ils ont souvent des immobilités laryngées, et surtout de pouvoir s'alimenter et si possible de pouvoir quand même communiquer par le biais des implants. Alors, quelles sont les alternatives? Et là aussi, on a vu se développer, parce que moi, quand j'ai commencé ma formation, le sinus piriforme, il n'y avait rien d'autre que la chirurgie point à la ligne. Alors, c'est peut-être parce que je suis très ancien, mais on a vu se développer les protocoles de préservation laryngée. Alors, il y a les mêmes protocoles que, je pense, l'orateur qui viendra après moi utilise, c'est les préservations laryngées standards, avec un schéma par PF ou TPF, 2 à 3 cycles, une réévaluation clinique, à la fois clinique endoscopique, mais aussi et avant tout d'imagerie, avec le même bilan. Il y a une place aussi pour certaines équipes dans la radiochimiothérapie d'emblée, c'est-à-dire on passe un traitement non chirurgical et on fait le bilan de la lésion 3 mois après et on suit.
Le problème de ces protocoles pour le praticien de base, c'est la surveillance. C'est quand même pas si facile que ça à surveiller et on peut être pris en défaut entre les doléances des patients et on sent que le patient a des signes cliniques et on n'arrive pas forcément à mettre en évidence la récidive. Pour les petites lésions, alors la radiothérapie, quelle est la place de la radiothérapie? La radiothérapie en traitement complémentaire après la pharyngolaryngectomie totale et la radiothérapie dans les petites tumeurs. Alors, c'est toujours difficile, c'est ce que je vous disais, les petites tumeurs sont de diagnostic rare et difficile, et c'est sûr que proposer une alternative de radiothérapie peut être intéressant aux patients, mais ça veut dire qu'il y a deux écueils importants qu'il va falloir contourner. C'est un, je vous l'avais dit, il faut absolument une mobilité laryngée parfaite, ça c'est indispensable. Le moindre doute concernant la mobilité de l'hémilarynx homolatéral contre-indique ça. Et puis surtout que vous n'ayez pas un staging ganglionnaire qui soit trop important. Ça reste des petites lésions. Si vous avez un N3, enfin, c'est rare, mais ça peut exister. Ça peut être un petit peu compliqué. Et donc, la radiothérapie, oui, dans les petites lésions où il n'y a pas trop de ganglions en complément. Alors, si on se résume, pour les petites lésions, c'est chirurgie partielle, c'est de la chirurgie qui marche très bien, qui donne de très bons résultats. Et sur les indications, il n'y a pas de souci en termes de fonctionnalité. C'est des patients qui récupèrent une phonation, enfin qui ont une phonation correcte, mais on va pas la dégrader. Sur le plan de la déglutition, il n'y a pas de souci. On peut éventuellement proposer en alternative une radiothérapie. Le T3, à mon sens, ça reste, si on plutôt une chirurgie d'emblée et un traitement par radiochimiothérapie en alternative, au choix du patient, puisque maintenant on a pour obligation de présenter cette alternative au patient. Le T4, ça ne se discute pas, c'est-à-dire que globalement, c'est une chirurgie de première intention. La radiothérapie pourra être réservée aux patients qui sont ou trop fragiles ou qui refusent absolument. Et de toute façon, les T4, ce sont des lésions qui ne relèvent pas de la chirurgie. Les T4B, pardon, les T4B. Un petit focus particulier sur la paroi postérieure. Alors la paroi postérieure, elle n'est pas facile forcément, elle est facile à diagnostiquer. Elle est assez facile à diagnostiquer. Elle n'est pas aussi facile à traiter qu'elle n'est facile à diagnostiquer. Il faut être particulièrement attentif à l'atteinte prévertébrale, parce que ça, c'est le facteur limitant, et dans tous les sens, en hauteur et latéralement. Et là aussi, l'autre facteur, c'est de faire une chirurgie avec des marges suffisantes. Hein, parce que si vous vous retrouvez avec 2 gouttières hypopharyngées, que vous avez pelé toute la paroi hypopharyngée postérieure, ça va être un petit peu complexe à reconstruire. C'est possible, mais c'est complexe. Et dans ces cas-là, c'est essentiellement des lambeaux libres, je pense. Je ne sais pas ce que... Ah, donc, oui. Globalement, les grosses lésions de la paroi hypopharyngée postérieure qui relèvent d'une prise en charge chirurgicale, ils ont un peu de mal à avaler. Alors, est-ce que le bénéfice est identique avec une radiochimio d'emblée? Ça se joue un peu à la marge, hein. Je pense qu'on n'est pas forcément... Mais c'est une lésion qui est difficile, et en plus, elle a un drainage assez bas, un drainage croisé, et un drainage qui remonte. Dans la surveillance, c'est un truc, on peut voir apparaître des ganglions assez haut situés, alors que la lésion est basse. Donc, en conclusion, je vous renverrai aux arbres décisionnels qui sont dans le référentiel. Indispensable de discuter le dossier en RCP, mais ça, je pense que
on enfonce une porte ouverte. C'est indispensable. Il faut que vous ayez une analyse qui soit faite à la fois par l'opérateur, par le radiologue, parce que de temps en temps, il y a quand même des pièges et des astuces radiologiques qui font que il est sage, si vous avez un doute, notamment pour les parois postérieures, d'aller vous renseigner. Le PET scan, à mon avis, je pense qu'il faut l'avoir son indication d'avoir assez facile en prescription. Et puis, on a toujours le problème, est-ce qu'il vaut mieux garder un organe en place à tout prix ou faire une bonne pharyngolaryngectomie totale? Je pense que la plupart de ceux qui ont un peu d'âge dans la salle, je vais m'attirer les foudres des anciens, on est tous convaincus qu'une bonne pharyngolaryngectomie totale vaut mieux que de temps en temps une préservation laryngée ou une radiochimio concomitante. Alors c'est très difficile, ça c'est l'expérience du terrain des gens qu'on a, parce que là je vois que le panel est assez jeune, c'est l'expérience du terrain, et c'est difficile de vendre ça à un patient, parce qu'il dit vous êtes bon, c'est pas vous qui allez être amputé au niveau des cordes vocales. Et c'est vrai que la perte de la phonation, autant les gens sur la déglutition, c'est pas un objectif qui les perturbe énormément, mais autant la perte de la fonction phonatoire les inquiète énormément. Et là aussi, je pense que grâce aux implants phonatoires, on a quand même une qualité de vie qu'il ne faut pas négliger. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Sophie. Je me permets. Oui, on va lui donner. Bonjour, merci. Bon, en tant que radiothérapeute, je peux défendre un petit peu le tableau très noir. La radiothérapie n'est absolument pas un traitement de seconde ligne, de patients qui ne vont pas recevoir la chirurgie. C'est efficace, on n'est pas du tout sur la qualité buccale. La radiothérapie, la radiochimiothérapie comme traitement exclusif des hypopharynx n'est pas un sous-traitement. D'ailleurs, on voit bien que pour les patients éligibles au protocole de préservation laryngée, ça marche, puisque les échecs sont assez rares. Et moi, personnellement, je n'ai pas particulièrement de difficulté à les surveiller cliniquement, en endoscopie, en imagerie. Donc voilà, pour passer le message que la radiothérapie n'est pas du tout un sous-traitement, bien au contraire, c'est un traitement conservateur, c'est un traitement efficace, on est sur des tumeurs radiosensibles. Ah, non, rien. Non. Oui. Dire aussi, moi, mon expérience, je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'en fait, la radiothérapie, elle a quand même fait des gros progrès, Oui. et qu'on a des patients qui sont moins détruits par la radiothérapie qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Souvent, on a plus de séquelles de la chirurgie. Voilà, mais attention, voilà, exactement. On a des patients qui ont moins de séquelles et on arrive à avoir des résultats fonctionnels qui sont plus satisfaisants. Par contre, quand il faut les opérer en rattrapage, on n'est pas très heureux. Mais ce n'est pas la majorité des patients. Non, exactement. Et puis, on n'a plus le cas des patients qui ont des larynx non fonctionnels et qui ont des idées à opérer pour une. Parce qu'il faut bien les sélectionner. J'étais un petit peu étonnée, vous disiez que vous n'aviez pas beaucoup de petites tumeurs. Alors, je sais pas, nous, j'ai l'impression qu'on a des fois des petites tumeurs, mais des gens qui ont des gros ganglions, qui en fait étaient diagnostiqués sur ces grosses adénopathies. Et souvent, chez ces patients-là, justement, la radiochimio, c'est pas mal, parce qu'ils ont des adénopathies qui, de toute façon, vont être en rupture capsulaire, qui vont mériter une radiochimiothérapie concomitante, donc ils n'ont pas besoin d'avoir plus de toxicité de traitement. D'ailleurs, on voit que éventuellement, il faut aller chercher une adénopathie résiduelle à la fin, c'est des traitements très efficaces et très conservateurs. Oui, alors loin de moi l'idée de considérer la radiochimiothérapie ou la radiothérapie comme un sous-traitement, c'est une alternative. Après, c'est moi, les difficultés. Alors effectivement, j'ai connu les séquelles de radiothérapie où le cou du patient faisait à peu près ce bruit-là, mais c'est totalement fini. Mais ça reste quand même un peu plus difficile à surveiller. Enfin, moi, je reste
convaincu, là je reste sur ma position. Ça reste un peu plus difficile. Une toxicité. Ah oui, oui. Ce matin, j'ai vu une invitation avec un protocole de préservation mélangée pour une copain, ils sont moins stricts. Oui, non, mais ça, je sais pas que l'expérience des autres chirurgiens, mais ils ne sont pas forcément plus difficiles à surveiller. Ah, moi, j'ai un peu plus de. Je suis un peu moins à l'aise. C'est quoi à niveau jeu? En fait, moi, si je rajouterais un commentaire, oui, ils sont quand même. Mais il y a le souci de l'œdème, il y a le souci de l'érythème parfois. Au départ, après le traitement, quand ils commencent à se normaliser et que leur muqueuse prend un aspect normal, et s'il ne se fait rien passer, à ce moment-là, au bout d'un certain temps, ils sont plus faciles à se démener, sauf parce qu'il faut quand même dire qu'il y a parfois des petites rétractions du sinus piriforme. Je pense aux patients traités pour le sinus piriforme, il y a une petite rétraction et il faut être habile avec son fibroscope. Ça nécessite d'aller chercher en profondeur. Mais les œdèmes, ils les auront aussi en radiothérapie. C'est un problème d'œdème de ce type-là, que ce soit opéré ou pas opéré, avec les auront aussi en radiothérapie adjuvante. Donc, ce n'est pas un problème de surveillance après les radiothérapies exclusives. Alors, je dirais quand même qu'ils n'auront plus de sinus piriforme après les radiothérapie adjuvante. Ils ont une sorte de tuyau. Mais c'est les traitements conservateurs qu'il faut regarder après, où là, c'est pour le coup fonctionnel, certainement la plus mauvaise idée pour le patient. Quand il faut irradier après un traitement conservateur, d'ailleurs, en général, vous trouvez tous les arguments possibles pour essayer de ne pas avoir de radiothérapie adjuvante. Donc, c'est sûr qu'il faut. On a fait d'énormes progrès, c'est beaucoup moins médiatisé que les progrès oncologiques, etc. Mais tous les chirurgiens sont bien passés pour savoir qu'il n'y a plus du tout les mêmes patients à surveiller en termes d'effets secondaires et d'efficacité. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. Moi, j'avais. Alors, on sort peut-être un peu du référentiel parce qu'on est dans l'anecdotique, mais il y a eu des publications ces dernières années, d'abord sur des chirurgiens qui enlevaient les tumeurs de la paroi postérieure par voie robotique. Et les publications suivantes ont été sur les complications inattendues de la chirurgie par voie robotique du mur postérieur. Donc, je pense que, en l'occurrence des spondylodycites qui ont été nombreuses, et je ne sais pas si tous ceux qui font du robot en ont eu, mais probablement presque tous. Et parfois, ça amène le décès du patient. Donc, je pense que dans les référentiels, on doit être extrêmement prudent sur les propositions d'un tel type de chirurgie, qui doit être encadré, très surveillé, et surtout pas considéré comme une petite chirurgie. Non, c'est ce d'autant que quand on fait un tel type de geste, on reconstruit rarement. On laisse en cicatrisation des lésions. Donc ça, je tenais à le dire, parce qu'on est effectivement enregistré, qu'on est vraiment dans des référentiels qui doivent être consensuels et qui doivent mettre en sécurité les patients, d'abord guérir les patients. Après, les exploits chirurgicaux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais si. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et y a-t-il encore des questions ou commentaires? Donc, merci Pierre pour toutes les raisons que tu as dit tout à l'heure et d'être parmi nous, pas en visio.